Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'inflation et de notamment comment battre l'inflation grâce à l'immobilier locatif, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, mais c'est quand même pas forcément à la portée de tout le monde. Déjà, il faut pouvoir investir en immobilier et il faut choisir la bonne stratégie par définition. Moi, je vais te parler de stratégie d'immobilier locatif, donc soit en nom propre, LMNP, LMP, soit en société, peu importe, mais je vais te montrer comment on fait pour battre cette inflation. Et ce mot un petit peu barbare d'ailleurs d'inflation que j'imagine tu connais évidemment. Si jamais tu le connais pas, bah écoute, paf, je te renvoie vers Google pour avoir la définition ou tout simplement le petit Larousse. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que ce mot inflation, il est un petit peu mélangé à toutes les sauces. D'ailleurs, même pas forcément les bonnes sauces, il est utilisé pour tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que les Français ont découvert la définition du mot inflation vers la fin 2021, début 2022. Parce que, en fait, avant ça, moi, dans les conversations, donc du coup, fin 2021, j'avais pas mal de patrimoine immobilier, donc je discutais déjà avec des gens, même des gens qui avaient eux-mêmes investi, et j'avais pas l'impression que ce mot revenait beaucoup dans les conversations. Il a juste été poussé par un trend, donc j'imagine des médias traditionnels, hein, conventionnels, donc la télé, les radios, etc. Et donc du coup, j'ai l'impression que maintenant, on l'utilise vraiment pour tout. Et même dans les mauvaises sauces, il y a le mot inflation. Et donc ça a le don de m'irriter. Donc je me suis dit, attends, aujourd'hui, on va montrer aux gens que l'inflation, c'est pas si terrible que ça. On va leur montrer qu'on peut le battre, d'ailleurs, ce phénomène d'inflation, notamment avec de l'immobilier, parce que c'est la façon que moi j'utilise. En fait, c'est comme ça que je fais. Mais il y a tout un tas d'autres façons pour battre ce phénomène d'inflation et arrêter de nous dire que c'est morose, que tout va mal, qu'on va tous mourir et qu'on aura bientôt plus d'argent parce que notre pièce d'1 euro, elle est en train de fondre dans notre main. Bon, même si c'est pas tout à fait faux, j'en ai un peu marre de ce discours et cet épisode, il a vocation à venir remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Quand même, j'ouvre une parenthèse, mais parce que ça m'a fait beaucoup rire le fait que l'inflation soit utilisée depuis que très peu de temps, alors que c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. À partir du moment où il y a une économie circulaire, donc il y a de l'argent qui tourne, il y a de l'inflation. Voilà, peu importe, elle peut être basse, moyenne, élevée, elle peut être négative, hein, donc c'est ce qu'on appelle de la déflation, peu importe. Mais enfin, il y a toujours eu de l'inflation. Et donc, du coup, j'ai été sur Google Trends. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Donc, tu tapes Google Trends, T-E-R-D-N-S, E-N-D-S, pardon. Et tu peux voir le nombre de fois, en termes de pourcentage, que le mot inflation, enfin, ou n'importe quel mot d'ailleurs, puisque ça te permet d'aller voir les mots-clés en fait dans Google, les recherches Google par mots-clés. Et en fait, on voit bien la courbe, donc c'est très marrant. Je t'invite à le faire. Tu vas sur Google Trends, tu te mets à 5 ans en France, donc tu choisis ton pays, tu choisis la durée, donc tu mets 5 ans, et tu tapes juste le mot inflation dans la recherche. Tu vas voir la courbe, elle explose littéralement en octobre-novembre 2021. La courbe, elle fait fois 5000 en octobre-novembre 2021. Et donc j'ai trouvé ça très drôle, c'est parce que c'est vraiment le moment où ils ont commencé à vouloir faire peur aux Français, donc du coup à utiliser ce mot parce qu'ils ont vraiment remarqué qu'il avait un impact chez les gens, ça les faisait réagir et donc du coup voilà. Donc maintenant on voit bien que dans les recherches, bon là ça a baissé un petit peu depuis quelques mois parce qu'on commence à être habitué. J'ai l'impression que même le renard dans la forêt, il sait ce que ça veut dire le mot inflation. Donc ça a baissé un petit peu, mais avant ça, bah, les Français visiblement ils n'avaient pas trop, ils n'étaient pas trop au courant de ce phénomène-là. Bon, peu importe. Je fais redescendre la température et je t'explique ce qui se passe avec l'immobilier locatif et comment tu fais pour battre l'inflation. Parce que les gens, ils essaient un petit peu de nous faire croire que c'est difficile et ça peut être moins difficile que ce qu'on pense. Tout simplement parce que, si je devais développer en fait, tout simplement, c'est que je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un projet immobilier locatif? Tu vois, quand tu achètes un bien immobilier, que ce soit un appartement, un immeuble comme je le fais en se divisant en plusieurs appartements ou une maison, peu importe, le projet d'acheter quelque chose pour mettre quelqu'un dedans qui va te payer un loyer et en espérant que le loyer soit évidemment plus élevé que la mensualité de remboursement de crédit. Bon, donc qu'est-ce qui coûte le plus cher dans ce projet-là? Je me suis dit, est-ce que ce qui coûte le plus cher dans le projet, c'est l'effet d'inflation? Du coup, la courbe, la variation de la courbe de l'inflation, donc la dévaluation de la monnaie suivant le trimestre en cours, ou est-ce que c'est les frais liés à cet investissement? Parce qu'en fait, il n'y a que ça, hein. Clairement, comment tu fais pour perdre de l'argent quand tu mets 100 euros quelque part? Je te dis, mets 100 euros dans ce pot. Ce pot, il a deux effets. Il a un effet, c'est qu'il y a une partie de ce pot
c'est pas directement de l'argent pour toi investi, c'est des frais. Et il y a un autre effet, c'est que dans ce pot, il y a de l'inflation. Donc il n'y a que deux choses. Bon, il y a aussi évidemment les taxes, les impôts, mais bon, on n'en parle pas parce qu'on fait en sorte de faire le calcul a priori des taxes. Donc, ben, je me suis dit, je vais calculer, tout simplement. Donc je sors pour trouver ma réponse à ma question, la réponse exacte en fait, la plus pertinente, la plus mathématique, ben, j'ai sorti ma plus belle calculette, à savoir mon iPhone, et j'ai rentré les dates de l'inflation. Donc j'ai pris sur 20 ans, parce que moi j'ai des crédits entre 20 et 25 ans. Donc je me suis dit, en ce moment, pour faire du locatif, on se fait quasiment que financer à hauteur de 20 ans. Donc ben, je me suis dit, je vais prendre 20 ans comme référence. Pas forcément la bonne référence, mais je me suis dit que c'était pertinent. Donc sur 20 ans, j'ai regardé ce qu'elle avait fait l'inflation. Et donc sur les 20 dernières années, j'ai une moyenne d'inflation qui arrive à 0,72. Très exactement à 0,725. Comment j'en suis arrivé là? Ben, c'est très simple, j'ai pris par trimestre, je ne me suis pas amusé à le faire mois par mois, mais par trimestre, j'ai fait une moyenne par année. Et cette moyenne par année, ben, je l'ai divisée par 20. Donc chaque année, j'ai une inflation. J'ai des années où je suis à 1,5, j'ai des années à 3,2. Là, sur le dernier trimestre 2022, tac, je suis à 6,9 sur le dernier trimestre. Et je suis même à 5,9 au mois de décembre 2022. Donc tu vois, on est vraiment au plus haut de ce qui s'est fait. Dans les années 90, il y a eu des effets d'inflation un petit peu similaires, hein, notamment au tout début des années 90, avant la fin de la guerre du Golfe. Mais bon, peu importe. Du coup, je reviens à ce que je te disais, j'ai fait une moyenne sur 20 ans. Et donc sur 20 ans, j'arrive à tout simplement un effet, donc une moyenne constante. Donc c'est-à-dire qu'il y a une progression, certes, mais ça reste une moyenne. Et cette moyenne, elle est de 0,725. Donc 72, elle est 73 en étant pessimiste, 0,73%, c'est l'inflation. Donc c'est la façon dont ton argent, elle réduit parce que l'inflation augmente, tout simplement. Et en face de ça, enfin à côté de ça, j'ai rajouté le coût du crédit. Parce que le crédit, bah, c'est simple, tu empruntes à un taux fixe. Alors moi, j'ai fait en sorte qu'on soit sur un taux fixe. Donc j'ai pris l'ensemble de mes crédits, j'ai fait une moyenne, je te fais la même sauce en fait, hein, et j'ai mis ça en face de la rentabilité basse de mes projets à moi. Donc il faut savoir que je suis dans une région où je peux aller chercher des projets où ma rentabilité basse c'est 10%, hein. Moi, en dessous de 9-10%, je ne regarde pas parce que je sais que je peux trouver mieux encore, que ça devient de plus en plus dur, mais j'ai de la chance, j'ai fait des projets qui sont extrêmement rentables, beaucoup plus que 10%, et j'ai des projets qui sont aux alentours de 10%, enfin vraiment maintenant j'accepte ce type de projet. Donc je me suis dit que ma référence à moi, ça serait 10%. Donc d'un côté, dans la colonne des moins, j'ai mon inflation, qui est à une moyenne de 0,73 pour 20 ans. Et j'ai dans cette même colonne le coût de mon crédit. Donc exemple, j'emprunte 100 000 euros, je dois 114 000 euros, par exemple. Et de l'autre côté, bah, du coup, j'ai ma rentabilité moyenne à moi, que j'ai estimée à 10%, et j'ai fait le même calcul avec la rentabilité moyenne des Français. Parce que je me suis dit, tout le monde n'est pas dans le même cas que moi, et d'ailleurs, les rentabilités que je recherche moi, est-ce que les gens recherchent vraiment ça? Est-ce que sur la moyenne des investisseurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui investissent avec des rentabilités extrêmement basses, genre du 2, 3, 4%, ça se fait encore beaucoup. Il y a même des gens qui investissent avec une rentabilité négative, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de cash flow. Donc ben la moyenne, d'après Se Loger, donc c'est une étude Se Loger qui court entre 2019 et 2021, étude Se Loger qui a été publiée dans un article par Pichet Immobilier. Je mettrai les références évidemment dans la description du podcast et des autres réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a une liste aussi très importante, je le dis maintenant, et je le mettrai sur l'Insta et peut-être même sur le LinkedIn. J'ai mis la liste des 10 grandes villes, d'après Se Loger, les plus rentables. Donc voilà, donc je pense qu'ils sont légitimes vu le nombre d'annonces qu'ils analysent et qu'ils ont en vente. Et donc du coup, j'arrive à... donc je fais mon petit calcul et je me dis, putain, bah, c'est incroyable. Évidemment, moi, j'arrive à des résultats extrêmement positifs parce que je bats l'inflation à hauteur de plus de 7%. Parce que moi, mon taux de crédit moyen sur tous mes crédits, moins les frais, etc., je suis à 2,24, assurance comprise. Donc, 2,24% plus 0,73 d'inflation moyenne sur 20 années, puisque j'imagine qu'on va retomber sur quelque chose de plus ou moins similaire sur les 20 prochaines années, même s'il y a un peu plus même s'il y a une évolution, à mon avis, il devrait aussi y avoir une évolution de la prix des locations, donc dans tous les cas, tu t'y retrouves, ça fait un vase communicant d'argent, donc c'est pas grave.
Et du coup, quand tu additionnes les deux, ça me fait du 2,97. Donc d'un côté, dans la colonne des moins, je suis à 2,97. Donc j'ai mon argent qui dévalue à hauteur de 2,97%. Mais de l'autre côté, j'ai mon argent qui travaille à hauteur de 7,025, donc 7,2%. Donc l'inflation, s'il te plaît, bon, elle est quasi inexistante, quoi, on la voit pas. C'est-à-dire que si, c'est clair que si tu es en inaction totale, si tu es en inaction totale, que tu n'as pas investi, en tout cas que tu n'as pas de l'immobilier qui rapporte, même qui rapporte pas, de l'immobilier qui prend de la valeur et que tu peux revendre, tu vois, c'est sûr que tu es en train de perdre de l'argent. C'est significatif parce que sur 20 ans, si tu as perdu 0,72 de ton portefeuille, de 100 000 euros par exemple, ça peut faire une somme. Bon, nous on n'en est pas là puisqu'on fait travailler l'argent en mettant des locataires dans les logements, des locataires heureux, qui payent bien, qui payent tout le temps. Et donc du coup ça travaille à hauteur de 7,2% en moyenne. Et encore je te dis, j'ai des immeubles qui crachent beaucoup plus. Donc quelque part, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette histoire, ce truc anxiogène qu'il y a que tout le monde répète comme ça à pleurnicher l'inflation. En fait, l'inflation, c'est clair que si tu fais rien, si tu restes les mains dans les poches, il va rien t'arriver de cool. Mais même une toute petite action en immobilier, ça bat l'inflation. Puisque j'ai fait le même calcul, et attends, accroche-toi bien, j'ai fait le calcul avec la moyenne de la rentabilité des biens achetés pour du locatif en France, toujours par rapport à cette étude Se Loger qui a été publiée par Pichet Immobilier. Donc on a tac tac tac, je reviens sur les chiffres. Alors les datas que je t'ai données par rapport à l'inflation, c'est les datas de l'OCDE. Ça c'est pareil, il va falloir que je mette le copyright, sinon je vais me faire striker. 2 hours later. Voilà, Pichet Immobilier, 5,2 d'après Se Loger. Donc c'est sur plus de 400 000 ventes visiblement sur 3 années, sur 2 années, et 400 000 ventes. Donc on est donc 5,2%, c'est la rentabilité moyenne des Français sur du locatif. Donc du coup, encore une fois, regarde, 2,97, 5,2, allez, on est quasiment à x2. La France, elle bat le marché immobilier français en moyenne, malgré tous les mauvais investissements que les gens peuvent faire. Parce que crois-moi, ceux qui font de l'investissement locatif très rentable, c'est une minorité. Malgré ça, les Français battent l'inflation x2. Ils font 2 fois mieux que l'inflation, juste en achetant de l'immobilier et en étant peut-être même mal conseillés des fois. Donc, en termes de conclusion, j'ai pas, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de faire une longue conclusion. D'ailleurs, j'ai pas vraiment envie de déblatérer là-dessus. Je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village, à savoir que l'inflation, c'est juste un phénomène. On lui a donné ce mot-là. Il se trouve que depuis les premiers remous de cette crise post-Covid, on a ce mot, on a remarqué qu'il faisait peur, donc on l'utilise à outrance un petit peu partout, on le met à toutes les sauces, et c'est n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste te dire qu'il fallait pas du tout en avoir peur, et que si tu étais sur ce podcast, si en ce moment tu as tes oreillettes dans les oreilles d'ailleurs, ou que tu m'écoutes dans ta voiture, dans le métro, sur ton vélo, où tu veux, je m'en fous, si tu écoutes ça, fais-toi une petite opération immobilière, n'importe laquelle, n'importe quoi. Fais quelque chose, parce que tu vas battre, même si t'es pas bon, tu vas battre l'inflation, tu vas faire du x2. Alors, si par contre tu trouves que mes calculs sont pas bons et que tu veux me faire un message en privé, qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Moi, je suis toujours ouvert au débat. Je suis peut-être trop optimiste, peut-être que je vois trop le verre à moitié plein. Mais franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des pipeaux, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, l'inflation, oui, certes, il y en a. Il y a eu un pic, il y a eu un effet. C'est en train de redescendre tranquillou. Et encore une fois, quand tu fais de l'immobilier, tu ne regardes pas un trimestre ou tu ne regardes pas un mois. C'est sûr que si je prends le mois de décembre à 5,9 et un T4, donc quatrième trimestre 2022 à 6,9, c'est sûr que j'ai envie de me saigner. Mais même à 6,9, moi avec mon 7,25, 0,25, je suis encore au-dessus. Je suis à 0,3. Je fais 0,3% de plus. Même au plus haut depuis les 20 dernières années, je suis au-dessus. Donc voilà, il faut relativiser. C'était mon message. Allez, c'est la fin de cet épisode, on passe à la question et après à la reco. Donc la question de la semaine, question de Lohan du groupe Telegram. Parce qu'en fait, j'ai ouvert un fil Telegram qui s'appelle Pensée Imo. Et donc si tu as Telegram, même si tu l'as pas, tu peux le télécharger. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien telegram.com/penséimo et tu vas pouvoir tomber dans le groupe privé. Ça me permet de partager des trucs un peu plus quotidiens sur l'immobilier, sur mes aventures, mes rendez-vous, des fois mes galères, les chantiers, la rénovation, etc. Bon bref, Lohan, elle me demande pourquoi dans
Dans le dernier épisode, tu dis avoir fait une croix sur les parquets stratifiés. Et elle me dit, perso, j'adore le rendu visuel. Euh, Effectivement, donc le dernier épisode qui s'intitule Choisir le bon type de sol ou conserver l'ancien, que je te recommande si tu es dans les travaux et que tu te poses des questions sur les sols, les coûts au mètre carré et les différents matériaux à choisir. En fait, je dis très succinctement, mais parce que j'ai déjà donné, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, que je ne repartirai plus sur du parquet stratifié. Peut-être pour moi, dans certaines pièces, encore une fois, je mets vraiment des grosses guillemets. Mais en fait, c'est un matériau que j'apprécie pas, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il est mal. C'est difficile d'avoir du stratifié qui dure dans le temps. Ou alors, vraiment, si c'est possible, s'il y a une marque qui a écouté ça, ou quelqu'un qui bosse dans un magasin de matériaux et qui n'est pas du tout d'accord, bah, qui me le dise, mais vraiment, j'ai du mal à constater l'inverse. Mais en gros, pour du locatif, moi maintenant, je préfère un beau carrelage, quitte à ce que ça soit un peu plus cher, et un carrelage soit très lisse en carreaux large, donc 60, ou soit très long, donc imitation bois, donc toujours du carrelage, mais imitation bois. Je trouve que ça garde le même rendu en fait que le parquet, quasiment le même rendu, euh, à la différence que ça dure beaucoup plus dans le temps. Si par rapport au prix au mètre carré, bah, je m'y retrouve mieux. J'ai pas besoin de le changer. C'est pas sensible au froid, à la chaleur, à l'humidité. Tu vois, par exemple, tu peux laver à grande eau. T'es sûr que ça va pas gonfler. T'es sûr que si on fait tomber quelque chose dessus, ça va pas faire un trou. Tu vois, ça va pas se voir, ça va pas faire une marque. Donc je préfère ce matériau-là dans la grande majorité et je le mettais en concurrence beaucoup avec les sols en PVC parce que pareil, ils ont une durabilité qui est plus élevée. Et donc c'est pour ça, Lohan, que j'avais dit ça. Évidemment, il y a des parquets en bois massif qui n'ont pas été du tout le sujet de cet ancien épisode, du dernier épisode, parce que tout simplement, j'en ai jamais posé. Donc je sais pas, j'ai pas de retour, j'ai pas de feedback à faire là-dessus. J'aimerais trop un jour le faire, ne serait-ce que pour moi, pour apprendre, et puis parce que le rendu est tout simplement magnifique, hein, on est tous d'accord là-dessus, sur le rendu. Mais pour du locatif, je ne pense pas que ça rentre en fait dans les critères. Euh, Malgré tout le bien que je veux à mes locataires, je pense pas que le jeu en vaille la chandelle. Par contre, une chose est sûre, et là je me range tout à fait avec toi, enfin de ton côté, pieds nus sur le parquet, moi j'adore. Voilà. C'est sûr que pieds nus sur le carrelage, bah, t'as froid, les pieds ont froid dans la majorité du temps, sauf si t'as un chauffage au sol. Mais bon, voilà. Voilà pour la réponse à Lohan. Et pour terminer cet épisode, évidemment, la reco de la semaine. Cette reco, c'est un livre. Et c'est un livre, figure-toi, qu'on m'a offert à Noël dernier et que j'ai dévoré comme il se doit. Donc c'est un livre qui m'a surpris. J'étais pas du tout. Déjà, enfin, j'ai cru voir passer quelqu'un qui l'avait recommandé sur Internet et je m'étais pas attardé dessus. Mais là, du coup, mon pote, il me connaît bien parce qu'il me l'a offert et je l'ai adoré, je l'ai déboîté, hein. Clairement, je l'ai arraché le livre allez, en même pas 10 jours, je l'ai mangé tout cru. Ça s'appelle Instinct primaire de Baptiste Marché. Baptiste Marché, c'est le gars qui fait Bench and Cigar sur YouTube, un mec un peu, comment dire, un peu clivant, mais en même temps, qui est suffisamment intelligent et qui connaît suffisamment de choses pour pouvoir parler un petit peu à tout le monde. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas envie de te parler du livre dans sa consistance. Je vais plutôt faire deux choses. Je vais te donner trois mots-clés. C'est les trois mots-clés que moi j'ai retenus à la fin de ce livre et je me suis dit, bah ok, bah, si je devais le vendre à quelqu'un, je donnerais juste trois mots-clés. Et après, je vais te lire une toute petite partie de l'arrière du livre. Là, tu sais, le petit paragraphe qu'il y a derrière, j'avais envie de te lire une partie qui est assez parlante. Donc les trois mots-clés, c'est résilience, conscience de soi et intelligence. Ça, c'est les trois mots-clés. Si ça, c'est des sujets qui t'intéressent, qui sont quand même très connectés aux finances personnelles, au développement personnel et aussi à l'immobilier d'ailleurs, je pense que ça peut te plaire. Et donc je vais terminer cet épisode par quelques mots du livre Instinct primaire. Comment un petit blanc de la France périphérique est-il devenu un champion international de développé couché et une star de YouTube francophone après avoir été videur à Paris et un petit voyou des stades? Dans ce livre brutal mais sincère, sauvage mais authentique, viril mais réfléchi, Baptiste Marché nous livre sans détour les secrets d'une vie qui aura sûrement dû être banale, et comme tout le monde, mais qui a changé radicalement sa destinée grâce au sang, à l'abnégation, au sacrifice, au culte de la force et surtout
grâce au désir ultime et absolu de toujours demeurer libre. Voilà, donc c'était les quelques mots que je voulais te partager. Il y a évidemment beaucoup plus à dire, et c'est peut-être extrêmement réducteur d'avoir lu que ça, mais je pense qu'en substance, ça en dit long. La préface, elle est aussi assez intéressante et elle a énormément de sens. Donc je remercie l'abbé Raffray de s'être chargé de la préface de ce livre. C'est vraiment une bonne idée. Je mets le lien dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.